Christopher Pittman est né le 9 avril 1989 et vit à Oxford, en Floride, avec son père et sa sœur. Il a eu une enfance pour le moins difficile et malheureuse. Sa mère, elle n'a jamais été réellement présente dans sa vie, elle l'a abandonné à plusieurs reprises. Elle l'a d'abord abandonné lorsqu'il avait seulement 2 ans, puis un jour elle est revenue dans sa vie pour repartir quelque temps plus tard, soudainement sans prévenir. Durant son enfance, il a alors vécu dans différents endroits, parfois chez son père, parfois chez ses grands-parents paternels, parfois chez ses grands-parents maternels. Quant à son père, lui, il s'est marié et il a divorcé 3 fois. Il a élevé lui et sa sœur Danielle pendant une grande partie de sa vie, mais entre Christopher et son père, c'était quand même assez tumultueux. Il était assez sévère, il était dur et Christopher dira qu'il était violent. Donc ils avaient une relation très difficile qui s'est détériorée au fil du temps. En 2001, l'année du drame, sa mère est une nouvelle fois revenue pour se remettre en couple avec son père, mais leur relation n'a pas duré et s'est terminée de nouveau. Après ça, Christopher s'est enfui de chez lui, il a fugué, mais la police l'a retrouvé et l'a reconduit chez son père. Il voulait en fait se rendre chez ses grands-parents paternels qui l'adoraient et qu'il appelait Nana et Pop-Pop. Il allait chez eux assez fréquemment. Alors de retour chez son père, il a pris un couteau et a menacé de se suicider. À la suite de ça, il a été envoyé dans un centre psychiatrique en Floride pendant 6 jours où il a été pris en charge pour dépression. Un médecin lui a alors prescrit du Paxil, c'est un antidépresseur qui aujourd'hui n'est d'ailleurs plus recommandé pour les moins de 18 ans, mais à l'époque ce n'était pas le cas et Christopher, 12 ans, commence donc à prendre ce médicament. Alors souffrir d'une dépression à un âge aussi jeune est quand même pour le moins anormal et très très inquiétant, sa situation familiale est quand même assez difficile à vivre et très triste. En tout cas, suite à son passage en hôpital psychiatrique, son père accepte qu'il parte vivre temporairement chez ses grands-parents paternels dans le comté de Chester, dans le nord de la Caroline du Sud. Donc ses grands-parents s'appellent Joe Pittman, il a 66 ans et sa femme Joy Pittman, 62 ans, sont très appréciés dans la communauté. Ils sont considérés comme des bonnes personnes et surtout, Christopher les aime beaucoup. Il leur a toujours rendu très souvent visite et il passait le plus de temps possible avec eux car c'est chez eux qu'il se sentait tout simplement vraiment bien et équilibré. Et maintenant qu'il allait vivre avec eux, il était bien sûr très content. Par contre, son grand-père Joe pouvait quand même également se montrer dur et sévère envers lui et quand Christopher est venu vivre avec eux, il a décidé de se montrer intransigeant envers lui afin de le, disons, discipliner. Donc c'était sans doute une bonne chose pour Christopher d'avoir des règles, qu'il soit encadré et de se trouver dans une maison équilibrée. Mais le problème, c'est que la dureté de son grand-père lui faisait tout simplement penser à son propre père. En tout cas, une fois chez ses grands-parents, il a enfin connu une source de stabilité dans sa courte vie. Chez eux, il se sentait en sécurité. Et les gens de la communauté l'appréciaient aussi. Ils trouvaient que c'était un jeune garçon un peu timide, mais bien élevé et très amusant. Et Christopher prenait toujours ses antidépresseurs prescrits par le centre psychiatrique. Mais une fois chez ses grands-parents, un médecin lui a prescrit un autre antidépresseur du Zoloft en remplacement de celui qu'il prenait, donc le Paxil. Donc il a commencé à prendre ce nouveau médicament 3 semaines avant le drame. Donc apparemment le médecin n'avait pas de Paxil et c'est pour cette raison qu'il a modifié son ordonnance en lui prescrivant du Zoloft. Mais changer de médicament n'est pas forcément conseillé, surtout aussi soudainement et à un âge aussi jeune. D'ailleurs, presque immédiatement après la prise de ce nouveau médicament, le comportement de Christopher a littéralement changé. Le garçon timide et drôle est devenu quelqu'un de renfermé, d'agité, qui avait du mal à rester assis, à tenir en place. Donc très rapidement, il a souffert d'effets secondaires dus à la prise de ce médicament.
Sa sœur Danielle, elle le décrivait alors à ce moment-là comme un maniaque, fou, et Christopher lui-même a déclaré ressentir une sensation de brûlure sur tout le corps. Donc il se plaignait à sa famille des effets secondaires du médicament, il disait qu'il n'aimait pas du tout les prendre et qu'il avait l'impression que sa peau était en feu. Ils vont alors rapidement chez le médecin et lui expliquent ce qu'endure Christopher et le médecin a la bonne idée de doubler son dosage. Il passe donc de 25 mg par jour à 50 mg par jour. Alors le médicament Zoloft, ou sous son autre nom sertraline, est un médicament vendu par Pfizer. Commercialisé depuis le début des années 90, c'est l'antidépresseur le plus prescrit en Amérique, avec plus de 30 millions d'ordonnances rédigées chaque année. C'est un médicament psychoactif qui affecte le fonctionnement du cerveau et cet antidépresseur a plusieurs effets secondaires chez les enfants, donc notamment une dépression aggravée, des rêves anormaux, des réactions paranoïaques, aussi des hallucinations, un comportement agressif et des délires. Et le risque de surdosage inclut de potentielles réactions maniaques. Mais malgré les effets secondaires et le dosage qui venait d'être doublé, il continue à prendre ce médicament. Le 28 novembre 2001, Christopher se rend à l'école, mais il est rapidement renvoyé chez lui car il s'est battu dans le bus scolaire. Il a en fait essayé d'étouffer un camarade, une chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Donc ses grands-parents le punissent et l'envoient aussitôt dans sa chambre. Son grand-père lui parle aussi de le renvoyer en Floride chez son père, car finalement, lui et sa femme ont quand même du mal à contrôler son comportement. Plus tard, dans la soirée, les choses sont toujours particulièrement tendues entre Christopher et ses grands-parents. Puis c'est l'heure de se rendre à l'église. Ils s'y rendaient assez régulièrement car ils étaient très croyants. Sauf qu'à l'église, Christopher est agité, il est assis non loin de l'homme qui joue du piano et il donne des coups de pied dans l'instrument, gênant alors le pianiste. Du coup, ses grands-parents quittent l'église plus tôt que prévu pour rentrer à la maison et de retour chez eux, Christopher est de nouveau puni dans sa chambre. Plus tard, il a affirmé que son grand-père l'avait également battu avec une ceinture en guise de punition parce qu'il avait tenté de quitter sa chambre avant la fin de la punition. Les heures passent et nous voilà maintenant peu avant minuit. Christopher a pris un fusil de chasse et l'a chargé, puis il s'est rendu dans la chambre de ses grands-parents et les a abattus dans leur sommeil. Il a tiré 2 balles dans la bouche de son grand-père et 2 balles dans la tête de sa grand-mère et il savait parfaitement utiliser un fusil car on le lui avait appris. Ensuite, il met le feu à la maison à l'aide de bougies, puis il prend 33 $, la voiture de ses grands-parents, le fusil ainsi que le Golden Retriever de la famille et il s'enfuit. Et c'est quelques heures plus tard, vers 10h du matin, qu'il est arrêté à moins de 60 km de là dans un comté voisin. Sa voiture s'est en fait retrouvée coincée dans des bois où il a rencontré alors 2 chasseurs. Christopher leur a déclaré que quelqu'un venait de tuer ses grands-parents et qu'il avait été kidnappé. Mais il semble montrer peu d'émotion malgré son histoire, donc les chasseurs ont quand même tout de suite trouvé son comportement assez étrange et la police est alors contactée. Et avant d'avouer la vérité aux enquêteurs, il a raconté une première histoire, donc celle où un grand homme noir l'a kidnappé après avoir assassiné ses grands-parents et après avoir mis le feu à leur maison. Donc son histoire était si détaillée que la police l'a d'abord cru. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, il a finalement tout avoué et il est resté très calme et il a déclaré que ses grands-parents l'avaient mérité et qu'il n'était pas désolé. Et donc il était en colère parce que son grand-père l'avait disputé ce jour-là. Et un psychiatre lui a parlé quelques heures seulement après les meurtres et quand il lui a demandé s'il les aimait ou s'il les détestait, il a répondu que parfois il les aimait et que parfois il les détestait. En tout cas, il est arrêté et emmené dans une prison pour mineurs dans l'attente de son procès. Et malgré le fait qu'il ait 12 ans, le tribunal a décidé qu'il serait jugé comme un adulte et non comme un mineur. Et une fois à la prison, apparemment dès son incarcération, il y aurait eu un nouvel incident où il aurait proféré plusieurs insultes raciales à l'encontre d'un gardien de prison. Donc ce comportement serait en fait dû à sa prise d'antidépresseurs. Ce que nous allons voir tout de suite lors du procès. Donc son procès, après avoir été plusieurs fois retardé, a finalement eu lieu 3 ans après le drame.
Il a commencé le lundi 31 janvier 2005, soit lorsqu'il avait 15 ans. Le procès comporte alors plusieurs questions importantes. Est-ce que l'antidépresseur Zoloft qu'il prenait a eu un impact sur son état mental? Est-ce que le crime doit alors être considéré comme un meurtre ou bien doit-on le déclarer non coupable et ou le laisser libre pour cause d'aliénation mentale ou de maladie mentale à cause de cette prise de médicaments? Et son avocat, qui s'appelle Andy Vickery, est un avocat, lui, qui luttait constamment contre les compagnies pharmaceutiques depuis le milieu des années 90 dans des affaires civiles. Et dans cette affaire, qui est la plus difficile d'ailleurs de sa carrière, vu que la vie d'un enfant étant en jeu, il a décidé de défendre Christopher gratuitement. En tout cas, lors du procès, l'accusation a d'abord déclaré que Christopher connaissait parfaitement la différence entre le bien et le mal et qu'il ne fallait pas prendre en compte le fait d'aliénation mentale, tout simplement car il savait très bien ce qu'il faisait. Car il a quand même tenté de dissimuler son crime en déclenchant un incendie, en s'enfuyant aussi de la scène, en prenant de l'argent avec lui, en s'enfuyant avec la voiture et en racontant ensuite l'histoire d'un kidnappeur. Donc tout a été très méticuleux. Et il devait alors être suffisamment éclairé, rationnel pour faire tout ça, pour savoir qu'il était important de brûler les corps, pour dissimuler le crime, pour aussi accuser un homme noir de ces meurtres. Donc ça montre clairement pour eux que Christopher savait qu'il avait fait quelque chose de mal et qu'il ne voulait pas être arrêté. Ils font aussi remarquer qu'il était d'ailleurs aussi très lucide et très clair lors de ses déclarations à la police. Donc pour l'accusation, Christopher voulait tuer ses grands-parents parce qu'il l'avait disputé ce jour-là, parce qu'il s'était battu avec un camarade, et l'accusation a d'ailleurs précisé au juré le fait que Christopher a dit que ses grands-parents l'avaient mérité. Quant à la défense, elle a déclaré que tout cela était dû à la prise des antidépresseurs et notamment le dernier, le Zoloft. Les avocats de la défense déclarent donc qu'il subissait les effets secondaires du médicament depuis plusieurs semaines et que la dose a été doublée 2 jours avant les meurtres. Donc Christopher souffrait probablement d'un surdosage et il était aussi tout à fait possible que son organisme ait essayé de faire un sevrage de l'ancien antidépresseur, donc ce qui fait qu'au bout du compte, Christopher a pris beaucoup de médicaments et de mélanges en peu de temps. Et donc, pour la défense, le fait de prendre cet antidépresseur extrêmement fort l'a influencé. Il était sous l'emprise de ce médicament, il n'a donc pas agi de son propre chef. Il s'agit donc ici d'aliénation mentale et il ne serait alors pas entièrement responsable de ses actes. Et aussi, le peu d'émotion qu'il a montré après les meurtres serait aussi dû à un des effets secondaires du médicament. Un défilé de psychiatres s'est ensuite présenté. Le but était donc de savoir si les médicaments avaient, oui ou non, altéré son état mental. Donc il y avait des psychiatres du côté de l'accusation et il y avait aussi des psychiatres du côté de la défense. Tous ont unanimement déclaré que oui, les antidépresseurs avaient effectivement des effets secondaires, cependant ils étaient en désaccord sur les meurtres. Par exemple, les psychiatres du côté de l'accusation affirmaient que Christopher était simplement fou et très en colère, qu'il avait tué intentionnellement et qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il devait donc être tenu responsable de ses actes. Puis, les psychiatres du côté cette fois de la défense, eux, ont soutenu le fait que Zoloft a altéré son état d'esprit et l'a donc poussé à commettre les meurtres. Que Zoloft étant une drogue psychotrope, il a agi sous son influence, que c'est aussi un médicament qu'il n'aurait déjà jamais dû prendre, car il est bien connu et avéré qu'il déclenche des comportements violents, soit sur soi-même, soit envers les autres. Et un médecin a témoigné que la prise de ce type de médicament pouvait effectivement amener certains patients à se suicider ou à se comporter violemment. Et il a été confirmé que Christopher avait subi de nombreux effets secondaires du médicament. Il avait développé une akathisie, une psychose et il était victime d'hallucinations auditives, c'est-à-dire qu'il entendait des voix. Donc la défense a déclaré que Christopher était un bon garçon, qu'il n'avait jamais fait de mal à quiconque jusqu'à la prise de ce médicament. Donc pourquoi aurait-il tué les personnes qu'il aimait le plus au monde ? Christopher, lui, n'a pas témoigné lors du procès sur le conseil et les recommandations de ses avocats. Par contre, il a accepté d'accorder une interview en prison où il a déclaré qu'il reconnaît avoir effectivement été influencé par la prise du Zoloft.
Il a raconté que cette nuit-là, il était allongé dans son lit et qu'il a été soudainement submergé par la colère et qu'il a entendu des voix dans sa tête qui disaient « Tue, fais-le ». Et que ces voix étaient tellement fortes que c'en est devenu incontrôlable. Et surtout, il a déclaré qu'il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait, qu'il pensait que tout cela n'était qu'un rêve. I thought it was all a dream. Donc le médicament l'aurait plongé dans un état de somnambulisme et il aurait agi en pensant que tout cela n'était pas réel. Et une psychiatre du côté de la défense a d'ailleurs confirmé que les effets secondaires du Zoloft étaient devenus si intenses que Christopher était en fait devenu psychotique et il a entendu ce qu'elle appelle des hallucinations de commande qui lui ont en fait ordonné de tirer sur ses grands-parents. Donc, selon elle, il n'avait plus aucun contrôle sur le meurtre de ses grands-parents. Et lors du procès, la défense voulait également présenter des documents internes de Pfizer montrant que le fabricant était bien au courant de ces effets secondaires. Pfizer aurait fait des tests du Zoloft sur des enfants déprimés et les résultats étaient donc essentiels pour défendre Christopher Pittman. Mais finalement, au procès, un seul document a été autorisé pour preuve et il n'était clairement pas suffisant pour prouver le fait que le médicament pouvait effectivement altérer l'esprit au point de commettre un meurtre. Le mardi 15 février 2005, après 7 heures de délibération, Christopher Pittman a été reconnu coupable du meurtre de ses grands-parents et a été condamné à 30 ans de prison sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Comme il a été jugé comme un adulte et non comme un mineur, il a reçu la peine la plus courte possible pour meurtre en Caroline du Nord, donc 30 ans. Il a été condamné à cette peine-là car les jurys n'ont pas en fait cru au fait qu'il avait été effectivement influencé par l'antidépresseur Zoloft. Un jury a en fait déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il serait le seul à avoir commis un meurtre alors que des millions de personnes prennent ce médicament. Pourquoi aurait-il été le seul à réagir aussi violemment au point de tuer des gens ? Même s'il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte, comme son enfance perturbée, sa dépression, son état mental, le fait qu'il avait seulement 12 ans, qu'il était déjà fragile. Puis Pfizer, donc le fabricant de Zoloft, s'est ensuite exprimé et a effectivement reconnu qu'il y avait un risque accru d'agression pendant la durée du traitement par Zoloft. Cependant, le psychiatre et vice-président de Pfizer a déclaré que pour autant, il n'existait aucun lien entre la prise de médicaments et l'homicide. Et voici ce que Pfizer a aussi déclaré dans un communiqué après le verdict. Par la suite, Christopher a fait appel de sa condamnation. Ses avocats ont déclaré qu'aucun autre détenu des États-Unis ne purgeait une peine aussi sévère pour un crime commis à un âge aussi précoce. L'appel devait donc contester le fait qu'il n'aurait déjà pas dû être jugé comme un adulte, que sa peine était aussi bien trop lourde et que des facteurs atténuants devaient s'appliquer. Car si Christopher avait été jugé en tant que mineur, il aurait pris 9 ans de prison et il aurait pu sortir à l'âge de 21 ans. Mais son appel a été rejeté en 2008, mais en juillet 2010, un juge a tout de même ordonné un nouveau procès sur la base que ses avocats avaient été inefficaces. Mais c'est quelques mois plus tard, en décembre 2010, que Christopher Pittman a conclu une négociation de plaidoyer. Donc il n'y a pas eu de nouveau procès. À la place, sa peine a été révisée à 25 ans de prison au lieu de 30 ans et en échange, il a dû plaider coupable d'homicide volontaire. Sa date de libération est prévue le 22 février 2023 et il aura 37 ans. En octobre 2004, la FDA a ordonné à Pfizer d'indiquer sur les boîtes du Zoloft un avertissement prévenant les utilisateurs de la possibilité pour ces médicaments d'engendrer des pensées et des comportements suicidaires chez les enfants et chez les adolescents souffrant de dépression et d'autres troubles psychiatriques. Et un scientifique travaillant chez Pfizer pendant 14 ans a aussi corroboré le fait que Zoloft pouvait effectivement modifier radicalement le comportement de certains mineurs et que Christopher Pittman a donc été sous son influence au moment du drame.
Et bien que Zoloft ne soit pas approuvé pour le traitement des enfants souffrant de dépression, mais uniquement pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs, les médecins le prescrivent largement aux enfants dépressifs. Et bien avant l'affaire Christopher Pittman, il y a eu d'autres affaires où après la prise de ce type de médicaments, les consommateurs devenaient agités et déséquilibrés et pouvaient faire du mal aux autres ou à eux-mêmes. De jeunes patients et leurs parents se sont d'ailleurs manifestés plus tard pour parler des effets secondaires inquiétants du Zoloft et de médicaments similaires. Des parents ont témoigné au sujet de leur enfant qui s'était suicidé peu de temps après avoir commencé à prendre des antidépresseurs. 6 weeks after I was put on the drug, I swallowed a cup full of poisonous bathroom cleaner. She hung herself with her shoelaces in the My son died. She hung herself in her bedroom. How many more people have to die before a warning gets issued? Autre exemple, au début des années 2000, il y a aussi eu le cas d'un homme qui 2 jours après la prise de médicaments a tué sa femme, sa fille et sa petite-fille avant de se suicider. Alors, est-ce que ça a réellement un lien ou non? En tout cas, l'idée a été suggérée. Un autre homme s'est aussi suicidé 1 semaine après la prise de ce médicament, donc imaginez les faits cette fois sur un enfant. Donc il y a eu des rapports et des études au début des années 2000 indiquant que certains enfants, mais aussi des adultes sous antidépresseurs avaient vu leur état empirer, avaient pensé au suicide, agissaient violemment, avaient de l'agressivité et des hallucinations, donc que ce soit avec Zoloft, Paxil, Prozac ou autre. Il y a donc eu de nombreuses affaires comme le cas Pittman. Enfin, pas tout à fait. La différence avec notre cas, c'est que l'on ne parle pas de suicide, mais bien de meurtre. Et c'est ce qui a été assez difficile à comprendre pour les jurés. Oui, le médicament peut altérer le comportement, mais pour eux, pas au point de ne plus savoir distinguer le bien du mal et de commettre un meurtre. Et il y a très peu de médecins et de psychiatres qui ont soutenu le fait que de tels médicaments pouvaient effectivement déclencher ce type de comportement incontrôlable pour le consommateur. Mais les fabricants de médicaments, donc comme Pfizer, soutiennent eux toujours que leurs antidépresseurs ne provoquent ni suicide, ni homicide, ni quelconque violence envers les autres. Et il y a eu de nombreux autres cas, de nombreuses affaires où Pfizer a dû se défendre à ce propos. Et quasiment à chaque fois que Pfizer a dû se rendre devant un tribunal concernant des personnes qui s'étaient suicidées suite à la prise de médicaments, la Cour a tranché en faveur de Pfizer, comme le cas donc que l'on étudie aujourd'hui. Concernant maintenant la famille de Christopher, eh bien tous ses proches disent que c'était un garçon attentionné, qu'il avait eu des difficultés dans son enfance, mais qu'il était bien plus triste que violent et en colère. Sa sœur, sa grand-mère maternelle lui rendent souvent visite en prison et elles ont d'ailleurs remarqué que malgré sa situation, il s'en sortait remarquablement bien. Il travaille pour la prison en entretenant les terrains et en parallèle, il étudie. Christopher, lui, espère bien prendre un nouveau départ un jour, mais ne sait pas s'il va se pardonner un jour de ce qu'il a fait. Il a aussi déclaré qu'il sait qu'il a commis un crime et qu'il comprenait s'il devait passer le reste de sa vie en prison, mais il se défend toujours sur le fait que ce n'est pas vraiment lui qui a commis les actes. Concernant son père, il n'a pas assisté au procès parce que les avocats de la défense lui ont demandé de rester à l'écart. En fait, les avocats appréhendaient que s'il venait à prendre la parole, il serait interrogé à plusieurs reprises sur la façon dont il avait discipliné Christopher durant son enfance. Car pour l'accusation, c'est ce qui a poussé Christopher à tuer ses grands-parents, qu'après une vie de discipline sévère entre les mains de son père, se faire disputer par son grand-père était tout simplement trop pour lui. Par contre, son père nie avoir abusé de son fils, malgré le fait que Christopher ait déclaré à plusieurs personnes que son père le battait et que c'était donc la raison pour laquelle il avait demandé à vivre avec ses grands-parents. Malgré tout ça, son père, lui, l'a toujours soutenu, même si les victimes étaient ses propres parents. Au moment des faits, il a demandé au gouverneur Mark Sanford et au président Bush de gracier son fils.
Donc c'en est terminé pour cette affaire que je trouve assez triste. L'enfance est une période très importante et décisive pour l'avenir de l'enfant. Tout se joue à cette période. Il est donc important d'offrir une vie équilibrée. Alors ce n'est pas une excuse, bien entendu, beaucoup de personnes ont vécu une enfance difficile et ne tuent pas pour autant, même si l'enfance n'est pas non plus la grande question de cette affaire. Christopher a quand même tué ses grands-parents de sang-froid, pour autant je ne pense pas que ce soit un grand criminel qui va récidiver, il était dans une très mauvaise période et le fait aussi qu'il ait épargné le chien est aussi un élément qui est pour moi important à souligner, c'est la preuve qu'à cette époque il n'avait de problème uniquement avec les adultes, avec sa famille. Mais ça reste évidemment très triste pour Joe et Joy Pittman car il lui avait apporté un équilibre et une stabilité. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc soit il a réellement été influencé par le médicament, hypothèse d'ailleurs vers laquelle moi je me penche le plus. Dans ce cas, il y a un gros problème avec le système médical qui a permis de prescrire ce type de médicament à un enfant et surtout de doubler les doses malgré le fait qu'il était déjà en proie à des crises de paranoïa. Rappelons qu'à ce moment-là, il avait l'impression que sa peau prenait feu. Ou soit il savait donc ce qu'il faisait. Dans ce cas, il a voulu les tuer parce que son grand-père l'avait disputé ce jour-là et que son grand-père lui faisait alors finalement penser à son père. Et d'ailleurs, Joe l'avait aussi menacé ce jour-là de le renvoyer justement chez son père. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette affaire. Prenez soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.